La dernière fois qu'on a parlé champagne, on a plutôt décortiqué son mode de production, ses arômes, ses styles, mais on ne s'est pas vraiment posé la question de son origine et son histoire. Dans cet épisode, ce qu'on vous propose, c'est de répondre à la très grande question, d'où vient le champagne ? Alors avant de parler du Champagne, on peut peut-être revenir sur la Champagne, c'est-à-dire la région. Parce qu'on trouve des traces de vignes depuis l'époque gallo-romaine, dès le 1er siècle. Ça fait vraiment, vraiment longtemps. Il y a eu, comme dans plein d'autres vignobles, une énorme expansion du vignoble au Moyen-Âge, comme dans le reste de la France, avec l'église. Le nombre d'abbayes qui à la fois étaient propriétaires de vignobles, mais aussi consommateurs, et il y avait beaucoup de moines et beaucoup d'abbayes. Donc tout ça, plus la monarchie, il y avait de la consommation. Donc il y avait des vignes, et c'est eux qui étaient les propriétaires. Donc ils avaient la main sur les vignes et sur la production. Ça c'est important, c'était pas morcelé comme aujourd'hui en plein de petits propriétaires. C'était vraiment un grand propriétaire. Il y a eu aussi des facteurs très importants pour son développement, notamment la position septentrionale, qui fait que c'est la région d'approvisionnement la plus au nord en Europe. Ça, c'est important. Et il y a eu aussi un édit qui a été voté au XVIe siècle qui interdit les cabaretiers, je sais pas comment on dit, parisiens, de s'approvisionner à moins de 90 km de Paris. Et évidemment, la Champagne est juste à l'extérieur de ça. Donc, est-ce que c'est les Champenois qui ont imposé ça pour faire partie du jeu ou ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a eu des choses qui ont permis l'essor de ces vignobles. Et alors, comment est le vin de Champagne à cette époque ? Bien évidemment, il évolue au fil des siècles, mais on a surtout du vin tranquille. Les bulles ne sont arrivées vraiment que plus tard. Il y a un peu de vin mousseux, mais il y a surtout des vins rouges. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a encore 2/3 de raisin rouge et 1/3 de raisin blanc en Champagne. Petite parenthèse. Et quand est-ce alors qu'on découvre, je mets des guillemets, quand est-ce qu'on découvre le champagne tel qu'on le connaît aujourd'hui ? Alors ce serait vers la fin du XVIIe siècle, avec un certain célébrissime Dom Pérignon et d'autres moines de la région. En fait, il y avait l'abbaye d'Auvillers où était implanté Dom Pérignon et tous ces moines célériers qui travaillaient avec lui et dans la région. En fait, il était chef de cave, c'était son boulot de réfléchir, de vinifier, de faire des bons vins. Voilà, donc il y a eu un peu plus d'attention à ce moment-là. Lui et les autres moines ont travaillé sur les assemblages, ils ont produit des vins plus aboutis, plus équilibrés, de meilleure qualité. Et c'est assez bien documenté d'ailleurs, parce que comme tout le travail des moines partout, tout était répertorié, bien documenté, ce qui a permis de savoir comment ça se passait. On invente à cette époque une technique de pressurage des raisins beaucoup plus douce, et on arrive à faire donc du vin blanc avec ces fameux raisins noirs. En pressurant, on obtient un jus transparent. Et la méthode de vinification dite champenoise, qu'on appelle méthode traditionnelle, aujourd'hui, seulement utilisée en Champagne, on en a parlé pendant l'épisode sur le crément. Et à ce moment-là, c'est la mise au point de techniques vraiment spécifiques pour volontairement créer des vins effervescents. En ajoutant du sucre dans les bouteilles pour la deuxième fermentation. Et c'est d'ailleurs à peu près à ce moment-là qu'on commence à parler spécifiquement de vin de Champagne et non plus de vin de France. Alors j'imagine que l'effervescence, ça a dû faire un carton à l'époque. Alors complètement. Ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que c'est l'arrivée des bouchons de liège et des bouteilles en verre plus épaisses. Donc pendant les premiers essais, les bouteilles explosaient, le verre n'était pas suffisamment épais, était soufflé à la main, enfin à la bouche. C'était pas encore dans des moules qui permettaient d'avoir une épaisseur de bouteille plus résistante à la pression. Donc ça, c'est au milieu du XVIIIe siècle et ça permet de conserver les vins mieux que dans des barriques, en tout cas à l'abri de l'oxydation. Voilà. Et le succès immédiat auprès de l'aristocratie française et aussi britannique, un grand succès. Tous ces gens apprécient le côté pétillant et commencent à donner au champagne son image de luxe. Et j'imagine tout de même s'il pétille, même si il est fait, il y a cette méthode traditionnelle, qui ressemble quand même pas au champagne qu'on consomme aujourd'hui ici. Pas tout à fait. Mais c'est justement au XIXe siècle qu'on va mettre en place tout un tas d'innovations techniques pour arriver à ce qu'on connaît, grâce notamment au développement des grandes maisons de champagne. Donc, l'ajout de sucre au moment du tirage, ça enlève le côté aléatoire de l'effervescence, la casse des bouteilles dont je parlais juste avant, par exemple. Et en 1837,
est arrivée une méthode de calcul pour déterminer exactement la quantité de sucre à ajouter pour avoir cet équilibre. Après, on a mis au point les fameuses tables de remuage où on tourne là un quart de tour pendant un temps jusqu'à ce que le dépôt des lies arrive dans le goulot pour ensuite dégorger à la glace en trempant dans la fameuse saumure à moins 25 degrés. Voilà, tout ça c'est arrivé à peu près dans les mêmes années. Et puis après, on a mis au point la capsule et le muselet pour verrouiller tout ça et être sûr que le champagne reste dans la bouteille. Alors si on continue un petit peu dans le temps, là on arrive au XXe siècle, et dans le monde du vin en général, on en avait parlé dans les épisodes sur l'histoire du vin, c'est à peu près à ce moment-là qu'on voit apparaître les premières réglementations, les appellations, les AOC. Est-ce que c'est pareil pour le champagne ? Oui, et il commence même assez tôt. En 1887, il y a eu un arrêt de la Cour d'appel d'Angers qui reconnaît la propriété du mot champagne exclusivement aux vins issus de la Champagne. En 1936, premières AOC 1935, 1936, l'appellation champagne est officiellement née. Bon, une petite anecdote, c'est qu'en 1960, il y a un vin mousseux qui était distribué en Grande-Bretagne qui adopte le nom de Spanish Champagne. Paf, ils ont été condamnés. Il y a eu plein d'autres condamnations pour des usurpations similaires après, mais voilà, dès 1960, le temps est donné, on touche pas à l'appellation champagne. Et puis en 2015, l'inscription des coteaux, maisons et caves de Champagne sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO dans la catégorie des paysages culturels évolutifs vivants. Donc une belle récompense. Oui, exactement. Et en parallèle, on a aussi une évolution des goûts des consommateurs. Je pense peut-être au sucre dont on parlait tout à l'heure. Oui, tout à fait. On voit bien aujourd'hui que les gens ont envie de champagne moins sucré. Et les maisons élaborent différents dosages qu'on connaît bien aujourd'hui. Le 0 g de sucre ajouté pour les brutes nature ou les 0 dosage. Et ça va jusqu'à plus de 50 grammes par litre pour les champagnes doux. C'est grand, le spectre est grand. Mais on sent vraiment une tendance vers des champagnes de moins en moins sucré. Mais attention, quand on dit sucré, il y a une des gradations qui s'appelle sec ou dry, et en fait, c'est les plus sucrés. Donc, attention de ne pas se laisser avoir si écrit sec. Ça ne veut pas du tout dire la même chose que brut nature ou 0 dosage. Et extra dry. Ou même extra brut. Extra dry aussi, c'est hyper sucré. Donc, attention. Bon voilà, on termine sur un bon dernier conseil pour choisir son champagne et ne pas se faire avoir avec les termes un peu plus techniques si vous êtes seul face au rayon de champagne. Dans le prochain épisode, on parlera d'accords mets vins de fête pour décrypter les meilleurs vins à boire avec un menu de Noël si vous êtes encore en réflexion sur votre menu. En attendant, retrouvez tous nos contenus sur nos autres réseaux Instagram, Facebook, YouTube et Pinterest. Et pour passer à la dégustation, je vous donne rendez-vous sur notre site www.3xvin.com où vous retrouverez toutes nos box de vin et notre sélection de petits domaines confidentiels.